Cette fois-ci, c'est plutôt une conférence, mais où vous aurez une grande part de participation dans la troisième partie. Donc, on va commencer par Georges, ensuite Cathy fera part de son expérience, et puis ensuite, vous pourrez partager des initiatives, des réussites, des échecs, des difficultés, voilà. Donc, lundi, c'était déjà très riche. On a fait un petit compte rendu et puis on a échangé beaucoup de liens. Donc, je pense que ça va être aussi intéressant aujourd'hui. On aura normalement la présence d'Éric Grelet qui va arriver dans pas longtemps, je pense, et qui pourra nous faire des dessins humoristiques. Tout à l'heure, on en avait posté un, on le remettra tout à l'heure. Et ben, ça agrémente nos échanges en plus. Il participe au dialogue en humanité, donc on le côtoie souvent. Alors, je vais commencer par vous présenter Advenir. Donc, il y en a parmi vous qui étaient là lundi, mais vous êtes loin d'être majoritaires, donc on va reprendre pas mal de notions, mais en les présentant d'une autre façon, et puis surtout les participants étant différents, il y aura une troisième partie qui sera inédite, on va dire. Voilà. Donc, alors, pour commencer, moi, Cathy, je l'ai connue à Lyon, donc maintenant elle est à Toulouse, mais elle était à Lyon à l'époque. Et on a travaillé avec Francis Piton, qui est à Lyon aussi et qui fait partie d'Advenir, qui était là lundi. On a travaillé sur le malaise des cadres dans l'entreprise, donc c'était plus un sujet bien spécifique. Et ensuite, voilà, on est devenus amis et elle est partie pour Toulouse. Et Georges, je l'ai connu par le biais de Gawat Kalinga, qui est une ONG philippine. Et j'avais écrit un article sur cette ONG. Et Georges était en train d'écrire son livre sur le pouvoir d'agir des citoyens, comment créer des liens, etc. Et l'exemple de Gawat Kalinga lui paraissait emblématique de son thème. Donc, on était entré en contact comme ça. Il est venu ensuite à Lyon. Il a rencontré des militants et des créateurs de Gawat Kalinga. Enfin, voilà. Donc, je vais vous présenter en quelques mots l'équipe Advenir, enfin les membres qui sont là au moins, parce que voilà. Donc, je vais commencer par Cathy, puisque je l'ai citée en premier, et puis celle que j'ai connue en premier, on va dire, avec Francis. Donc, Cathy, eh bien, c'est d'abord une humaniste. Hein. Elle se présentera aussi, mais enfin, je vais dire quelques mots. Je me suis préparé un petit pense-bête pour pas oublier trop de choses. Mais c'est surtout une femme d'action et de terrain, qui est curieuse, ouverte, créatrice de liens interpersonnels, qui contribue au mieux-être des personnes. Donc, je pense qu'elle crée des déclics, des prises de conscience. Voilà, elle est vraiment axée sur l'humain, l'individu, et elle anime aussi des groupes parce qu'elle s'est formée à plein de choses, aux constellations familiales et systémiques, à l'hypnose. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'hypnose évolutive, le co-développement. Voilà, donc elle se forme en permanence. Donc, elle a beaucoup de cordes à son arc. Et elle a côtoyé toutes sortes d'humains, entre guillemets, aussi bien des jeunes, des enfants, des seniors, des chômeurs, des détenus, des cadres supérieurs, des adultes handicapés et des personnes de toutes conditions. Voilà, donc elle a une expérience assez riche. Et ce que j'ai entendu dire, alors, oui, l'idée, c'est de rendre les gens autonomes, hein, les acteurs autonomes dans leurs choix et qu'ils puissent retrouver leur pouvoir d'agir. Donc, c'est une personne inspirante, hein, qui a permis de changer pas mal de choses dans la vie de pas mal de personnes, trouver un sens à leur vie. Voilà. Il y a des citations que j'avais notées. Nous n'oublierons jamais ton aide, tu es gravé dans nos cœurs et dans toutes nos pratiques. Et merci pour ton aide et ton soutien dans des moments difficiles. Voilà. Donc, c'est pour la présenter en quelques mots. Alors, Georges est plus axé sur les petits groupes. Voilà, on va dire, on a tous une spécialité, on est assez complémentaires. Et Georges, sa motivation, c'est le petit groupe. C'est un communicant créatif. Certains le disent l'emmerdeur créatif. C'est lui-même qui s'appelle comme ça, donc je peux le dire. Il aime pousser ses recherches à travers les rencontres et à travers les sciences humaines et sociales. Il vous parlera de son parcours de résilience qui lui a permis d'explorer de nombreuses zones de l'inconscient individuel et collectif et de découvrir comment les liens qu'on construit avec les autres nous révèlent nous-mêmes et nous aident à révéler les autres à eux-mêmes aussi.
C'est un militant associatif infatigable sur le terrain pour créer des alliances orientées vers la construction d'un idéal d'unité, de paix, de coopération et d'évolution. Il a créé, expérimenté, théorisé des ingénieries d'intermédiation, il vous en parlera, hein, et d'émergence d'entraide créative, d'empowerment, qui peuvent s'implanter sur les territoires pour permettre à tous les types d'acteurs de coopérer et de co-construire des actions socialement utiles et créatrices d'activités en harmonie avec le vivant. Alors, ces figures de référence, en dehors des fondateurs de mouvements comme Gawat Kalinga, et bien, ça va de Aurobindo à Edgar Morin, en passant par Winnicott, Paulo Freire, Rogers, Maslow, Lévinas, Buber, Mounier, Naès, Rifkin, Perlas, Teilhard de Chardin, Saint-François, Sen, Caès, Damasio. Donc, vous voyez que c'est divers et varié, et il s'inspire de tous ces catalyseurs de changement aussi. Alors, les livres, je vous ai parlé tout à l'heure de son livre « Le pouvoir d'agir des citoyens », donc comment il crée des liens, des activités, des emplois, et il a écrit aussi « Le pouvoir des liens, transition, métamorphose et résilience des personnes et des territoires », avec le professeur Pascal Rogero, qui est à Toulouse. Et donc, ça montre la variété des recherches et des découvertes concernant les processus qui permettent aux hommes de vivre mieux et aux sociétés humaines d'évoluer. Donc, voilà, de formation, il a été formé en sciences politiques, hein, et en gestion et en économie. Et il a travaillé dans des entreprises comme France Télécom et dans des organisations comme l'ancienne Datar, hein, et à l'Institut national du développement local. Voilà, il est à l'université Toulouse-Capitole aussi, il intervient, et il a créé un DU de formation continue, il vous en parlera, construire et animer la transition des territoires. Donc, ça peut vous être utile. Et comme il le disait tout à l'heure, puisqu'il y a d'autres personnes du Pacte civique, il anime le collectif Pacte civique Haute-Garonne. Voilà, ben, je te laisse la parole tout de suite, Georges. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Christine, pour cette présentation et pour l'accueil que tu as fait. Voilà. Donc, effectivement, aujourd'hui, tout le monde parle de transition sociétale, écologique, économique. Voilà, c'est le grand mot. Et beaucoup, quand même, oublient de parler de la résilience et de la transition des personnes. Et nous, à Advenir, justement, on travaille beaucoup, on met d'abord la transition des personnes au centre de la démarche. Au centre de la démarche, avec des ingénieries qu'on a conçues, expérimentées, et que le professeur Pascal Rogero est en train de théoriser, modéliser et valider. Voilà. Donc, on a mis en place ce type d'ingénierie dans deux lieux, qui sont deux institutions. L'université Toulouse-Capitole, où on le fait avec des étudiants de master et du DU, master ingénierie de la transition des territoires, et le DU c'est à peu près le même nom, et on le fait aussi dans un tiers-lieu éducatif, Léo Lagrange, qui se trouve à Tournefeuille. Voilà. Donc voilà les lieux où on a mis en place de façon approfondie ces ingénieries, et pendant 2 ans, pendant toute la période Covid, on a animé ce type de démarche en Zoom, ouvert à tous, gratuitement, pendant 2 ans. Donc, ça nous a permis aussi d'expérimenter, d'enrichir la panoplie des groupes. Voilà. On a mis au point plusieurs sortes de groupes. Je vais vous les énumérer. Il y a d'abord ce qu'on appelle un groupe d'émergence des liens créatifs. C'est une sorte de tour de table, mais ça va beaucoup plus loin qu'un tour de table, bien sûr. C'est une ambiance qui permet à chaque personne présente, en 3 heures, 10, 12 personnes, en 3 heures, hein, 2 fois 3 heures, c'est encore mieux, l'ambiance permet l'expression par chacun, pour chacun, de ce que les psychologues appellent les motivations intrinsèques, motivations profondes, avec une définition précise, puisque pour les psychologues humanistes, les motivations intrinsèques, la personne qui pratique ces motivations intrinsèques
qui sont vraiment typiques à lui-même, spécifiques à elle-même, eh bien, il réussit. Il n'est jamais découragé. Il finit toujours par réussir. Il n'est jamais découragé. Hein. Il y met beaucoup de temps, d'argent, de moyens, mais il va jusqu'au bout. Voilà. Il va jusqu'au bout. Ça finit par marcher. Ça a été vérifié en situation de laboratoire et en situation naturelle par des interviews. Donc ça marche. C'est quelque chose qui marche, qui est très puissant. Quand les personnes ont repéré réciproquement et reconnu, il y a le problème de la reconnaissance, dont parlent plusieurs philosophes. Donc, quand les personnes ont reconnu les spécificités de chacun, les motivations intrinsèques de chacun, où il y a des talents avec, parce qu'il y a des talents, des compétences spécifiques, quand chacun est bien reconnu pour sa spécificité, sa créativité, ses talents, eh bien, ça change beaucoup. C'est très important pour chacun, bien sûr, cette reconnaissance réciproque, intime, réciproque. Elle change, en quelques heures, elle change l'ambiance du groupe et elle fait en sorte qu'il y a des repérages réciproques, d'affinité, de personnes, de projets, de complémentarité de compétences, qui font que, au lieu de 10, 12 personnes, à la fin, on a 3 fois 4 personnes, par exemple, 4 fois 3 personnes. Hein. C'est ce qu'on appelle, c'est le deuxième stade du processus, un groupe projet. Un groupe projet, 3 ou 4 personnes qui ont repéré les liens, les affinités, les complémentarités, et qui sont donc en mesure de créer ce que le Boterf appelle des compétences collectives. Bon, dans la première phase, hein, il y a la reconnaissance réciproque, c'est Rogers, c'est Winnicott, hein, bon, c'est la réalisation de soi, c'est Maslow. Bon, il y a des références scientifiques, sciences humaines et sociales, pour chaque phase du processus. Là, j'ai parlé de Ricoeur pour la reconnaissance. Bon, les compétences collectives amènent au pouvoir d'agir. Comme dit le Canadien, dont je retrouverai le nom, Le Bossé, voilà. Le pouvoir d'agir, parce qu'en France, il y a très peu de chercheurs sur le pouvoir d'agir. Le Bossé au Canada, par contre, lui, a fait de grosses recherches. Les Américains parlent d'empowerment. Le groupe projet dont je vous ai parlé, c'est une matrice d'entraide, de créativité, de solidarité, de mutualisation des moyens matériels et immatériels. Et c'est donc une force importante de pouvoir d'agir au niveau local. Au niveau local. Création d'activités économiques, sociales, culturelles, ou même tout simplement création de relations amicales, de relations d'entraide. Et c'est pas anodin, parce que par exemple, au Brésil, il y a des dispositifs de thérapie communautaire. Dans une université brésilienne, le professeur Adalberto Baruda, il a formé 25 000 animateurs de groupes de thérapie communautaire qui agissent dans les favelas avec les plus défavorisés. Et dans ces travaux et dans leurs pratiques, on retrouve les recherches de Paulo Freire, grand psychopédagogue, qui a beaucoup travaillé sur aussi l'approche systémique d'Edgar Morin. Donc, tous ces travaux, on les retrouve là, parce que dans les petits groupes, quand l'ambiance permet un échange vrai, approfondi, le petit groupe est capable de mutualiser des milliers d'informations. Des milliers d'informations, y compris des informations de contact humain, mais aussi des informations sur tous les problèmes. Santé, économie, sociale, culturelle, tout ça. Voilà. Ce sont des matrices pour appréhender le réel, mais ce sont aussi des matrices pour se développer grâce au regard bienveillant de l'autre, hein, grâce à l'interaction avec l'autre. Hein. C'est un développement réciproque dont Winnicott a beaucoup parlé. Hein.
et un processus de conscientisation par l'échange. C'est les mots même de Paulo Freire, il parle de conscientisation par l'échange. Edgar Morin en parle aussi beaucoup. Aurobindo, que je cite souvent, en parle aussi beaucoup, comme Arne Næss, le philosophe norvégien Arne Næss, qui est considéré comme le pape de l'écologie profonde. Il parle de ce pouvoir d'identification croisée entre des personnes, même des personnes qui ne se connaissaient pas. Ils peuvent comprendre, sentir la souffrance de l'autre, s'identifier à lui et lui venir en aide. Hein? Donc ça va très loin, tous ces processus. Hein? Bien sûr, ils ne sont pas très connus, ces processus. Ces psychologues, ces philosophes ne sont pas très connus. C'est dommage, parce que c'est sur la base de leurs travaux qu'on pourrait réellement progresser et changer la donne et diminuer les souffrances et aussi les violences. Voilà. D'ailleurs, dans les groupes qu'on anime, on a observé que plus la détente se crée, plus les échanges sont intenses, plus la détente se crée, plus les jugements tombent, plus les peurs tombent et plus la créativité augmente. Et quand la créativité augmente, les tensions diminuent. C'est un cercle vertueux. Hein, c'est un cercle vertueux qu'on a observé. Donc voilà où on en est. Et nos dernières découvertes cette année, c'est aussi le pouvoir dans ces petits groupes de partager les difficultés rencontrées, y compris les difficultés rencontrées dans le groupe. Si on parle dans une ambiance de pair à pair, comme des frères, hein, eh bien, on peut se permettre de dire, écoute, hier, je t'ai mal parlé, ou tu m'as mal parlé, je l'ai mal vécu. Donc, on peut se permettre de parler, y compris de soi, de ce qu'on n'a pas fait, pas compris, mal fait, négligé, etc. Dans cette ambiance d'entraide créative, de non-jugement, on peut se le permettre. Et là, le pouvoir d'agir va augmenter encore, le pouvoir de s'épanouir, de grandir va augmenter encore. Voilà où on en est dans nos travaux. Et maintenant, je passe la parole à Cathy, parce qu'elle va nous illustrer par des exemples vécus. Elle va le dire avec ses propres mots, ses propres observations de psychopraticienne. Donc, elle va illustrer par des exemples concrets vécus. Merci Georges. Et merci Christine pour ta présentation tout à l'heure. Alors, juste, je joue avec ça. Voilà. Bon, j'arrive pas, c'est pas grave. Ah, raté. Bon, ben, on va faire comme ça. Des exemples précis. Donc, on est centré sur l'humain. Et nous partons de l'idée aussi que si nous nous changeons nous-mêmes, alors nous pouvons changer le monde. Et si nous nous comprenons mieux nous-mêmes, eh bien, nous allons mieux pouvoir comprendre l'autre et les autres. Que ce soit dans toute situation de la vie quotidienne, hein, je dirais, pas seulement dans les petits groupes que nous créons ou que nous co-créons, mais c'est déjà dans la relation de couple, depuis que nous sommes nés et que nous sommes des animaux sociaux et communicants. Donc ces petits groupes, effectivement, commencent par le GILIC, groupe d'émergence de liens créatifs, où chacun va parler de son humanité, va parler de ses aspirations et parler de son être en tant qu'humain. En identifiant les liens, c'est assez fascinant de mesurer à quel point rien que cette étape va aussi construire une ouverture propice à l'échange. Ça fait tomber les liens. Souvent, je dis, on est comme en mode voyage. En mode voyage, on ne cherche pas à savoir qui fait quoi, qui a quel salaire. Non, en mode voyage, on se tutoie. En mode voyage, on se dit, waouh, et toi, tu viens d'où et qu'est-ce que tu fais? Ah, tu fais ça aussi? Oh, mais ça me passionne. Et voilà comment se créent d'une manière tout à fait naturelle les relations. Donc, c'est ce qui émerge dans cet espace où on va pouvoir se dire. Se dire, c'est bien, mais se savoir écouter,
c'est mieux. Et donc, ça amplifie complètement la reconnaissance de l'autre et de soi-même. Ces petits groupes, dans cet espace sécure, un espace bienveillant, lâchent un certain nombre d'inhibitions, un certain nombre de peurs, hein, parce que c'est là que ça se passe, et va oser dire, va mettre la joie aux commandes, la curiosité, l'envie. Et le moteur que sont nos émotions, hein, qui est mettre en mouvement, ce moteur émotionnel va donner envie de faire ensemble, va créer de la motivation. Le regard de l'autre tombe, les injonctions de rentabilité n'existent absolument pas, et grand merci, et ces petits groupes projets émergent avec des envies d'agir en fonction de leurs propres talents, des talents individuels et des talents qui deviennent collectifs. Alors, Georges parlait de nos étudiants tout à l'heure, je vais vous donner un exemple tout à fait récent. Dans la promo, nos étudiants sont amenés à monter des événements. Donc, parmi l'ensemble de leurs enseignements, un événement concret portant sur ce qu'ils étudient, et comme ils sont branchés environnement, sobriété, anti-gaspi, etc., on a par exemple ce groupe qui, à l'issue de ce GELIC, se sont dit « Ah ouais, mais moi ce que j'aime c'est le sport. Ah ouais, ben oui, mais moi ce que j'aime c'est l'environnement, la nature, mais en même temps j'aime le sport. » Alors ils se sont tout naturellement regroupés. Mais un groupe de 12 personnes ou 15, ils étaient, pour faire un projet tutoré, c'est trop. Eh bien, d'une manière tout à fait naturelle, ils se sont scindés en 2 groupes et ont monté un projet tout à fait cohérent et harmonieux pour joindre à la fois la notion sportive et créer l'événement sportif, et créer en parallèle, dans la même journée, des informations et des actions sur la protection de l'environnement, la sobriété, la propreté, etc. Vous voyez que eux-mêmes étaient assez fascinés de la facilité avec laquelle ils se sont scindés en 2 tout en étant ensemble. Évidemment, dans un groupe, c'est pas si simple. Les uns sont disponibles, il y a toujours beaucoup de travail, on est pris par-ci, par-là, par autre chose. Eh bien, cette première graine semée leur a permis d'expliquer très clairement aux copains: je ne suis pas disponible pour venir travailler avec vous ce soir, je rencontre telle difficulté. Et le groupe s'est montré extrêmement solidaire. Et lorsqu'on a fait le débrief il y a je sais pas, 3 semaines, quelque chose comme ça, ils nous ont dit tous, hein, qu'au niveau de l'organisation, ça avait facilité beaucoup de choses, qu'au niveau de la répartition des tâches aussi, et que dans leurs autres travaux de groupe, en dehors de nos enseignements à Georges et moi-même, ils ont vécu cette même solidarité entre eux et du coup été vecteur de facilitation et de régulation entre eux. Donc voilà l'exemple de ce que génère cette première étape du processus. Alors, il va sans dire que moi, j'aime pas trop l'idée de ce putain de facteur humain, parce que j'aime trop les humains, et je préfère dire ce merveilleux facteur humain. Précieux, tu peux dire précieux, parce voilà, que c'est les mêmes initiales. Hein. Merci Christine. Donc ce précieux facteur humain, parce que oui, il y a tellement de richesses cachées. Et ça, c'est notre condition d'humain, notre éducation, tous nos préjugés, bref, tout le background avec lequel on arrive à l'instant T. Alors, les difficultés, c'est hyper important d'en pouvoir en parler, de pouvoir les nommer, de les exprimer. Mais alors vraiment, la condition sine qua non pour que cela puisse se faire, c'est la sécurité du groupe, un groupe bienveillant,
zéro jugement. Et ça, c'est précieux. Laisser la parole, écouter, ne pas couper la parole. Toutes ces petites choses basiques qui sont le b.a.-ba de la communication viennent ici comme des outils ou des préceptes, comme un bon terreau pour que les plantes poussent bien. Et avec Georges et l'équipe à devenir, on a évidemment testé tout ce qu'on vous dit parce que sinon on ne pourrait pas le faire. En tout cas, c'est notre parti pris. Pour faire, on le fait nous-mêmes avant. Et effectivement, il est arrivé un événement avec Georges où on s'est bien accroché. Voilà, je dois vous le dire. Et on se posait même la question, qu'est-ce qu'on fait? On continue, on arrête, on en est où là? Alors on s'est posé. Mais on a dit, attends, on ne peut pas prendre de trucs qu'on ne fait pas nous-mêmes. Alors, on s'est mis face à face. Et là, j'ai pu lui dire ce qui m'avait blessé, mais que je n'osais pas dire. Et en réponse, eh bien, il m'a montré et évoqué son étonnement parce qu'on fait des choses ou qu'on dit des choses, c'est souvent inconscient. Et la source de notre agacement vient pas forcément de cette relation-là, le déclencheur peut être ailleurs. Et donc, ça nous a amené à aller beaucoup plus loin dans notre relation, dans notre connaissance de soi et de l'autre. Déjà, comprendre pourquoi moi j'étais agacée, parce que d'abord, ça me concerne, ça vient de mon intérieur, et de pouvoir le dire. Et de Georges me répondre. Et inversement, nous avons vécu une autre situation. Maintenant, c'est simple. Dès qu'il y a un tout petit couac, eh ben, on se dit, OK, on fait stop, arrêt sur image, et là, on en parle. Eh bien, ce que ça provoque, c'est la durabilité et la profondeur de la relation. Au niveau de la qualité de notre travail ensemble, moi, j'y vois une amélioration énorme. C'est-à-dire que ça développe la complicité. Les actions qu'il mène de son côté, eh bien, il les mène en toute autonomie. Les actions que je mène de mon côté, je les mène en toute autonomie. Et les autres partenaires, les collègues, je ne sais pas comment les dire, nos amis du petit collectif font la même chose. Si bien qu'une initiative isolée reste cohérente au groupe. Et nous en reparlons. Et ça, c'est assez fascinant de voir à quel point ça développe au sein du collectif notre pouvoir d'agir. Alors, le pouvoir d'agir, il est ici collectif. Il est collectif et en même temps, il est totalement individuel, ce pouvoir d'agir. Individuel parce que cette matrice de bienveillance et de sécurité, c'est un endroit sécure, permet à la fois de développer la confiance en soi et la confiance en l'autre. Et là, on est tout à fait à même de retrouver sa propre souveraineté. Quand je dis souveraineté, c'est dans l'acception d'être maître de sa vie, tenir les rênes de sa propre vie en toute responsabilité. Et je vais vous donner un exemple assez fascinant qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Une jeune fille qui arrive complètement démunie, perdue, complètement perdue, mais elle était touchante. Et tellement elle était perdue, elle s'était isolée. Et l'isolement provoque l'isolement. Donc, tout lui faisait peur. Et les peurs augmentent un petit peu comme le lait dans la grenadine dans le lait. Sa vie était coloriée que de peur. Elle ne sortait plus. Elle n'osait plus aller taper à une porte chez un commerçant, aller boire un pot avec les copains. Enfin, c'était devenu un carcan assez difficile pour elle. Et elle m'évoque le fait de vouloir passer son permis de conduire. Je dis, ah, c'est super génial. Mais à quoi ça va te servir? Ah, bah oui. Bah oui, on m'a dit qu'il fallait que je passe mon permis, mais... Et puis de toute façon, je n'ai pas l'argent pour me payer la voiture, alors c'est même pas la peine. Ah. Eh ouais, quel sens ça a d'avoir le permis? Et puis quelque part, le permis de conduire, c'est peut-être aussi le permis de vivre. À travers cet élément, eh bien, on a beaucoup travaillé sur quel sens ça a pour toi, la vie,
Quel sens ça a? À quoi ça va te servir? Quels en sont les bénéfices? Quels sont les inconvénients? Et au fur et à mesure, modifier son système de croyances limitantes pour abaisser, diminuer ses peurs, à tel point que, pour tout vous dire, elle venait me voir avec sa voiture, alors qu'elle habitait pas très très loin. Donc elle a pu passer son permis, s'acheter sa voiture, et le must du must dans la continuité, parce que la vie ne s'arrête pas à un permis de conduire, eh bien elle a repris ses études. Et aujourd'hui, elle est psychologue clinicienne auprès d'enfants. Voilà cette histoire merveilleuse d'accompagnement pour reprendre son propre pouvoir d'agir et tous les éléments progressifs de la vie quotidienne et de la vie du groupe que l'on va pouvoir traiter, analyser et trouver des modes opératoires sécures qui développent donc notre pouvoir d'agir individuel, de citoyen et dans nos collectifs. Et tout ça, ça va aussi avec la motivation. Parce que ça aussi, c'est un moteur. La motivation, c'est une énergie. Et cette motivation, eh bien, elle s'entretient. C'est un petit peu comme l'amour. Ça s'entretient au quotidien. Ça se réveille tous les jours, le matin, quand on se lève. Eh bien, la motivation, c'est aussi la remotivation qu'on peut aborder quand on parle de notre propre motivation intérieure. Et cette motivation vient de nos appétences à aimer ce que l'on fait et aimer les gens avec qui on travaille, avec qui on agit. Et là, j'ai une autre expérience à vous proposer qui m'a, elle aussi, beaucoup marqué. Je vous ai pris des choses qui m'ont vraiment touché du plus profond. Il y en a plein d'autres, mais je ne peux pas tout dire ce soir. Je voudrais juste vous parler de Claude. Claude est détenu, enfin il était détenu et impossible de savoir dans le cadre de sa préparation à la sortie, impossible de savoir ce qu'il pouvait faire. Et puis un jour, il me dit, moi j'aime traduire des textes en latin. J'ai dit, des textes en latin, mais je dis, mais c'est génial. Ah, je dis, mais dis donc. Enfin non, je vous voyais parce que milieu carcéral, on ne tutoie pas les gens. Surtout quand on est une fille dans un milieu d'hommes. Et je lui dis, et l'archéologie, ça vous plairait? Il me dit, j'ai rêvé de ça toute ma vie. Je dis, c'est pas vrai, génial, j'ai une idée. Et je propose mon idée. Je contacte la DRAC pour rencontrer le directeur de la DRAC pour voir s'il était possible qu'il intègre un chantier archéologique. Alors vous imaginez bien la difficulté, c'est bénévole en général ce genre de truc où il faut être hyper diplômé. Mais un détenu, c'était pas gagné d'avance. Et là, contre toute attente, le directeur tombe dans son fauteuil en me disant « Waouh, mais c'est génial, on a un chantier qui s'ouvre, c'est le chantier de la maison d'arrêt d'Aix-en-Provence. On l'a démoli parce qu'ils ont construit avant, ils avaient construit donc la maison de Luynes, pour les gens qui habitent en région PACA ou qui connaissent, qui est une annexe aussi au Baumette. Nous avons réussi, mais ça a pris du temps. Et un jour, Daniel, j'étais dans le service socio-éducatif, j'avais pas de bureau ce jour-là, j'étais dans la bibliothèque avec tous les autres détenus. Et là, il vient me voir. Oui, de toute façon, vous êtes comme tous les autres, vous avez beaucoup de paroles, vous faites rien, nanana. Et moi, très en colère. Je le laisse parler et là, je lui dis, OK. Je dis, OK, Daniel. Vous arrêtez tout, c'est pas un problème. Moi, j'ai qu'une parole. Et ma parole, c'est je continue. Quoi que vous décidiez, moi, je continue. Il est venu la semaine d'après avec un grand sac de sport, un thermos, 2 tasses de café, du sucre. Il m'a offert le café. Et il s'est excusé, mais nous avons reparlé de ça. Pour finir, il est allé
à la maison d'arrêt, enfin sur le chantier. On lui a fait passer ses permis de chantier. Et quand il est sorti pour sa conditionnelle, eh bien, il avait le travail et il avait donc de quoi se réinsérer dans la vie. Voici des exemples fascinants, bon, j'en ai plein d'autres, qui montrent aussi que nous, en tant qu'accompagnants, en tant que facilitateurs, c'est essentiel de donner de soi. On y croit, on y va, quoi. On joue pas, et surtout pas avec les humains. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Okay. Merci Cathy. Je fais une petite parenthèse avant de vous raconter l'expérience, moi aussi, vécue, dans laquelle Cathy n'était pas. Et tout d'abord, Cathy a évoqué le don de soi. Le don de soi est central dans notre approche. On a rédigé un papier là-dessus d'ailleurs. Tous les animateurs, développeurs, catalyseurs qu'on va former, pour eux, le don de soi, il y aura un entraînement au don de soi. Un entraînement au don de soi. Voilà. La capacité à donner de soi sur un territoire, par exemple, ou dans une organisation, elle est centrale. Dans la relation avec l'autre aussi. Faire le premier pas, donner sa confiance, donner du temps, donner de l'attention, donner de la bienveillance, donner de l'écoute. C'est du don de soi. Hein, voilà. Avant même d'être un don matériel, c'est un don personnel, immatériel, psychologique, on pourrait même dire spirituel, c'est le don de soi. Tous les militants associatifs, les bénévoles, ils font du don de soi. C'est pas valorisé, malheureusement, dans les sociétés, mais c'est fondamental, c'est ça qui fait tourner les sociétés. Les travaux de Moss, d'Alain Caillé l'ont montré. Donc merci Christine d'avoir Cathy d'avoir rappelé ce point important. Moi, je vais vous donner un dernier exemple alors. Avec Pascal Rogero, on est intervenu auprès de la Fédération Léo Lagrange de Tournefeuille, dans la banlieue toulousaine. Donc il y a eu une étude, il y a eu une grande conférence. Pascal a expliqué l'approche complexe et l'intérêt de dispositifs d'émergence des liens créatifs et d'entraide créative. Donc je suis intervenu à mon tour donc, pour former les animateurs Léo Lagrange. Animateurs, ce sont déjà des animateurs motivés par l'animation, avec des enfants, des jeunes. Ils ont ça, ils ont comme motivation centrale. Donc c'était facile de les former en plus à l'outil qu'on a évoqué devant vous, le groupe d'émergence et des liens créatifs. Ils l'ont fait entre eux. Ils l'ont fait avec des jeunes. Ils l'ont fait avec des parents des enfants. Ils l'ont fait avec le milieu associatif local. Dans plusieurs centres scolaires, dans le tiers-lieu, parce qu'ils ont un tiers-lieu aussi, et ils l'ont fait dans la ville, donc. Et aujourd'hui, ce processus fait tache d'huile, pour la bonne raison importante que le dispositif, quand on l'a vécu 2 ou 3 fois, on peut le dupliquer, on peut le répliquer. Il est réplicable, c'est très important. Hein. On n'est pas des consultants, nous, à 3 000 € par jour, avec du papier glacé, avec des méthodes qui viennent des États-Unis ou autres, avec des noms prestigieux. Non, non. On est des militants de la transition sur le terrain. Donc le processus est duplicable, très important. Donc ils l'ont fait, ils continuent à le faire, et ça fait tache d'huile dans la cité. Voilà le dernier exemple qu'on peut vous donner. Voilà. Maintenant, c'est vous qui allez parler. Vous allez pouvoir nous poser des questions, bien sûr, s'il y en a. Vous allez pouvoir partager vos expériences vécues, c'est important. Et vous pourrez aussi partager vos envies de coopération avec nous ou entre vous, si vous arrivez à vous repérer. Voilà. Et je rends le bâton de parole à Christine qui va animer cet échange. Voilà, alors vous pouvez aussi partager des questions, hein, si vous avez des questions sur, Georges a cité très rapidement plusieurs
sources d'inspiration, si vous voulez en approfondir une qui vous parle plus, voilà, c'est le moment, hein, n'hésitez pas. Et puis donc, partagez-nous vos découvertes, voilà, tout ce qui peut enrichir les uns et les autres. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez fait des petites vidéos, peut-être qui expliquent un petit peu le processus, ou un document qui permet de s'approprier un petit peu l'idée, ou en tout cas la tester? Voilà. Alors, attends, excuse-moi, Georges, je t'ai coupé ton micro, j'arrive pas à le remettre. Parce qu'il y avait du Oui, bruit voilà. autour. Voilà. Alors, qui c'est qui a posé la question, pardon? C'est moi, Yann. Yann, ok. Donc, pendant qu'on fait ces ateliers, on ne filme pas pour le moment, pour la bonne raison que, comme disait Cathy, il y a une ambiance sécure, hein, comme dit Winnicott, une sécurité. Et donc, on peut pas, c'est pas un spectacle. C'est pas un spectacle, c'est le contraire d'un spectacle en fait. On joue pas de rôle, chacun parle vrai. Voilà. Donc on ne filme pas. Par contre, on a fait une vidéo au tiers-lieu Léo Lagrange, dont je parlais, où on voit un jeune qui parle, et on a animé une conférence, il y avait des jeunes, donc, et il y a un jeune qui dit, ben oui, ben écoutez, voilà, ben moi je venais au tiers-lieu, c'est sympa le tiers-lieu, je prenais un café avec les uns les autres, je parlais avec les uns les autres, bon, je dis voilà, bon, ouais, bon c'était voilà, bon, normal, bonne ambiance, mais bon, normal. Puis un jour, il y avait un groupe de parole, un groupe d'émergents de liens créatifs, j'y ai participé, il n'appelle pas comme ça, il appelle Popcorn là-bas, le groupe Popcorn, c'est des mots des jeunes. Bon. Donc j'ai participé à un groupe Popcorn, et là, en 2 heures, j'ai vu des liens avec d'autres jeunes, des animateurs, que je ne pouvais pas soupçonner. Comme on dit toujours, c'est pas écrit là, tes motivations intrinsèques, c'est pas écrit là. Ah. Si tu parles pas, si tu n'en parles pas, je peux pas les deviner. Donc, il dit voilà, j'ai trouvé des gens avec qui parler, approfondir des passions communes, des sujets, et on a débouché sur une action commune, etc. Et l'autre jour, j'y suis revenu, et il y a des jeunes qui m'ont dit, ben moi, dans le tiers-lieu, j'ai trouvé ma voie. Je sais ce que je veux faire maintenant. Avant, je ne le savais pas. Maintenant, je le sais, etc. Donc, on a des témoignages, mais ces témoignages, tu as raison, Yann, c'est vrai, on va les filmer. Ces témoignages, on va les filmer, parce que ça peut valider, valoriser, inspirer d'autres personnes. Et bien sûr, on ne se gênera pas pour diffuser ces témoignages. Merci pour ta question. Je voudrais juste ajouter une chose à ça. Nous ne pourrons filmer et montrer que des témoignages parce que on parle de notre humanité et on n'est pas, enfin, serait un côté voyeurisme ou je ne sais pas, en tout cas trahison de la confiance des personnes. Et l'objet caméra, de toute façon, change la réalité. Donc, ça reste dans de l'intime. Camille, s'il te plaît. C'était pas tellement ça que je suggérais, mais c'était plus des petites capsules vidéo qui démontrent un petit peu la méthodologie pour qu'on puisse mieux saisir concrètement. Oui. Alors, ouais, Alors, il y a ça, oui, bah, je te laisse dire. Ouais. Alors justement, tu nous permets d'aller beaucoup plus loin. Ce n'est pas une méthodologie. Hein, beaucoup de gens, ils attendent des méthodos A plus B plus C plus D, là voilà, bon, ils sont contents, ça roule, c'est rationnel, il y a une méthodo, c'est super, hein, ça vient des États-Unis, tout ça, bon voilà. Bon, et nous, c'est pas ça du tout. C'est les personnes. Par exemple, je vais te donner un exemple personnel, hein, pour que ce soit vraiment vivant. Hein. Moi, j'ai fait ma résilience dans des petits groupes, à 18 ans. Hein. J'étais dans une famille étouffée, tout ça. Bon, je tournais en rond, etc. On m'a indiqué un groupe de poésie dans le quartier, mon père, hein, j'y suis allé, et je me suis redéveloppé dans un petit groupe de poésie. Enfin, c'est précis, c'est clair, c'est net. Voilà. Et ce que je fais depuis 30 ans, c'est la même chose. J'ai fait ma résilience dans des petits groupes, j'anime des petits groupes. Voilà.
ce que je voulais te dire par là, c'est que c'est pas une méthodologie. Cathy non plus, c'est pareil, ce qu'elle a fait avec les détenus, tout ça qu'elle a raconté, c'est pas une méthodologie. C'est un savoir-être, un savoir-faire, c'est une personnalité, parce qu'elle n'a pas parlé de sa résilience, Cathy, mais elle aurait pu en parler aussi. On n'a pas le temps ce soir, mais ta résilience, là où tu as fait ta résilience, hein, tu es doué plus que d'autres pour le même type de problématique. Voilà, tout simplement. Hein. Ouais, merci, c'est très clair. Et pour compléter, nous avons mis en place un dispositif de formation pour permettre, donc de développeurs catalyseurs, pour permettre de vivre de l'intérieur tout ce processus. Et après, effectivement, puisqu'il y a un gros travail sur soi, justement à l'intérieur aussi de cette formation, pour pouvoir ensuite l'exercer et le dupliquer ailleurs. Ok. Alors, donc moi je suis Thomas. Alors je suis désolé, il y a des choses qui sont restées assez. Donc merci beaucoup déjà pour organiser cette soirée en fait, ce temps-là. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai eu l'info parce que je suis impliqué sur un collectif là. Donc c'est un bus itinérant donc qui permet de tisser du lien en milieu rural. Donc je savais pas trop du tout à quoi m'attendre. Je trouve ça intéressant. J'ai pas tout compris. Je rejoins ce que disait donc Yann sur peut-être nous transmettre un peu mieux. Vous dites des formations, mais moi, si vous avez peut-être un lien à nous transmettre, j'ai pas noté le nom de votre association. Je n'ai pas bien compris tout ce que c'est exactement votre démarche. Donc j'ai compris un peu le fond de ce que vous nous transmettez, mais donc voilà, moi j'entends beaucoup toute une dimension intériorité et lien aux autres. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est plutôt donc par ailleurs, je suis impliqué dans donc je suis administrateur depuis une dizaine d'années d'une asso qui s'appelle Relier, donc réseau d'échange et de liaison des initiatives dans les espaces ruraux. Et depuis 5 ans, on travaille sur les tiers-lieux parce que on s'était rendu compte que voilà, depuis l'arrivée de notre président à la tête du pays, la question des tiers-lieux avait pris une autre dimension avec une dimension très entrepreneuriale et start-up et qu'il y avait énormément d'initiatives donc je rebondissais maintenant parce que vous parliez de tiers-lieux et donc par ailleurs, donc nous on a fait un gros travail sur les tiers-lieux à vocation non lucrative. Et ce qui m'intéressait dans cette soirée, c'était, on va le dire clairement, en fait, c'est à quel point, comment faire reconnaître en fait l'intérêt de recréer du lien dans une situation, dans un monde dans lequel on est chacun chez soi avec nos ordinateurs et notre. Arrête, je suis avec mon bonhomme là qui essaie de m'embêter. Donc en fait, pour moi, il y a un vrai enjeu à l'heure où voilà, on est sur des limites d'effondrement économique. Tout ce que je vois, c'est ce qui reste le plus important, c'est le développement des relations sociales. Et finalement, c'était ça en fait qui m'intéresserait d'entendre. Parce que vous parlez de méthode. Moi, je vois que donc vous parliez des tiers-lieux. En fait, effectivement, on voit que c'est des lieux de transformation parce qu'aujourd'hui, donc les bars sont désertés. Il y avait 10 bars dans le village d'en face. Aujourd'hui, il y en a un où les personnes se relaient tous les ans pour essayer de faire vivre ce projet qui fait faillite chaque année. Donc en fait, on est sur une situation critique, à mon sens, dans notre capacité à rentrer en relation. Vous parliez de mode voyage. En fait, pour moi, ça me parle à moitié. En fait, le mode voyage, effectivement, ça arrive peut-être 2 semaines par an, mais en fait, donc effectivement, il y a des transformations sociales avec ça, des transformations intérieures. Mais voilà, moi, ce qui me captiverait, c'est d'arriver à créer du plaidoyer, notamment pour faire bouger les politiques sur la reconnaissance du développement de lieux de convivialité, de lieux d'entraide, des lieux dont les tiers-lieux à vocation non lucrative peuvent représenter une solution. C'est-à-dire, quand je dis un tiers-lieu à vocation non lucrative, c'est des lieux qui sont ouverts à tous. Il n'y a pas besoin de s'inscrire pour rentrer et où se passent des choses étonnantes tous les jours. Voilà.
là, il y a eu un travail donc, de 8 mois d'enquête sur la capacité de transformation de ces lieux-là, tant au niveau des personnes qui les font vivre, donc les personnes moteurs, que les personnes qui les côtoient et les collectivités qui accueillent ces lieux-là. Et donc, je pense que le travail est aujourd'hui suffisamment abouti pour être diffusé. En fait, on a un CA demain, après-demain, pour parler notamment de la diffusion de ça. On avait, en fait, au fur et à mesure de l'enquête, c'était une sociologue qui a fait son travail de fin d'études sur le sujet et qui s'est passionnée. Et le thème est devenu, de la question qu'on lui a posée, c'est devenu en fait les tiers-lieux, des lieux de transformation et des outils politiques. En fait, donc on a comme objet de faire une parution, peut-être mon diplôme ou j'en sais rien, pardon. Et donc voilà, je voulais juste témoigner du fait que je vous remercie. J'avais pas eu, en fait, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je trouve ça passionnant, mais j'avais une approche un peu plus pragmatique et capacité de résilience en fait, parce que voilà, quand je vois des initiatives comme Solaris qui cherchent à tisser du lien, je sais pas si ça vous parle, le réseau Solaris, donc qui ont pour but de faire que les gens soient capables de s'entraider en fait et de se mettre en lien dans des situations des situations critiques en fait. Et c'est pas juste voilà, c'est pas juste l'âge. Bon, je vois qu'il y a une petite diversité, mais on est quand même sur j'imagine une classe sociale assez limitée aussi. Donc en fait, voilà, je vois les lieux de rassemblement, de convivialité qui soient non partisans et ouverts à tous comme des vrais de solutions pour recréer du lien et une capacité de résilience des humains, des territoires et tout ça. Voilà. J'ai parlé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, je vais donner un petit bout de réponse, enfin, en tout cas, un point de vue, et Georges complétera. Tu as repris l'idée du mode voyage. Je pense que dans notre société actuelle, il est nécessaire de prendre les choses à leur envers. J'ai, comment dire, subi les affres justement des politiques qui font valoir et te disent « Ah ouais, ton projet est génial !» Et puis au bout du compte, ils le mettent en place, tu sais pas ni trop comment ni pourquoi, puis tu vois que bon. Donc j'ai fait mon chacal, c'est-à-dire que j'ai eu très mal à mon humanité et j'ai décidé d'agir non plus en tenant compte du système, parce que c'est mon avis personnel, je suis totalement impuissante. Je vote, c'est ce que j'évoquais qui marche ou c'est pas ce que j'évoquais qui marche. Donc, à un moment donné, on n'a pas la main. Et quand je parle de mode voyage, c'est avoir la main et rentrer dans l'humanité de l'autre. C'est-à-dire créer des sourires, c'est-à-dire pas se prendre la tête. Tu veux faire quoi? Ok, on y va. Alors on le fait. Et de là, c'est niveler ou diminuer toutes les injonctions auxquelles on ne peut pas répondre, tous ces cadenas, les tiers-lieux ou les lieux tiers, c'est complètement politisé, repris, et tout comme ça. Donc, pour te répondre, alors vraiment, c'est mon avis perso, c'est plutôt l'idée d'agir sur le local en impliquant les personnes, et pour pouvoir les impliquer, c'est travailler, réfléchir ou les amener à modifier leurs croyances, tous leurs freins. J'ai l'impression que ça ne marchera pas. Non, on ne peut pas le faire, etc., etc. Et à partir du moment où on arrive à switcher là-dessus, alors tout devient possible. Et c'est cette énergie-là que j'appelle dans le mode voyage, où on parle aux terriens à des terriens, et que vraiment, tout est possible. Et comment on va le faire? Ça nécessite beaucoup de créativité et de co-création, justement. Tout à fait. Mais il n'y a pas vraiment de fiche technique. Je veux juste rajouter à ce qu'a dit Cathy une référence importante que tu connais sans doute, qui s'appelle Rob Hopkins. C'est celui qui a créé le réseau des villes en transition, villes ou territoires en transition. C'est un professeur de permaculture en Grande-Bretagne, Rob Hopkins. Bon. Il dit la chose suivante. Il a fait une vidéo, lui, par contre, qui s'appelle
transition 2.0. 2.0. C'est court, mais c'est bien. Et il dit, et il montre que partout où ça bouge, ça bouge vraiment par un petit groupe de personnes qui sont sur un territoire, ça peut être des amis, 2 ou 3 amis. Tout seul, c'est dur. À 2 ou 3 amis, vous vous réunissez, vous mettez en place un projet, un plan d'action, vous mutualisez vos moyens, matériels et immatériels, c'est un détail important. Donc vous vous donnez les moyens de réaliser, et peu de temps après, il y a des gens qui vont venir voir, et les gens sont étonnés bien sûr de voir que vous arrivez à avancer, à co-construire. Donc, il y a des gens qui viennent, qui vont vous suivre, et il y a même des collectivités locales ou des acteurs publics, voire même d'autres qui vont vous suivre, parce qu'ils ne savent pas faire ça. Donc si vous le faites, ils vous suivront. Mais attention, j'ai dit faire, hein. C'est en parler et le faire. L'action inspire les autres. Une action de groupe solidaire, unie, qui va jusqu'au bout, ils vont inspirer les autres. Par exemple, Rob Hopkins dit sur un territoire, démarrer par la permaculture. Vous avez un terrain, vous le transformez avec la permaculture, vous vendez les produits sur le marché. Donc l'argent, au lieu d'aller dans la grande surface, quand ça il ira, il restera localement. Donc vous relocalisez l'économie. C'est une action concrète de quelques-uns qui peut créer ce mouvement contagieux de transition. Et les tiers-lieux de transition, vous pouvez même créer un tiers-lieu de transition qui fait ça. Mais si c'est vous qui le créez, il sera libre, premièrement, il sera libre. Et quand tout le monde aura vu que le tiers-lieu marche, à ce moment-là, les acteurs publics, privés, associatifs vous rejoindront. Voilà, c'est ma réponse à moi. Et j'aurais une question, excuse-moi, ton prénom, j'ai pas noté ton prénom, excuse-moi. Tu disais que tu exerces déjà dans le tiers-lieu depuis de longues années et que vous avez tenté et vous tentez toujours plein de choses. Quelle serait la difficulté la plus grande que vous rencontrez dans la mise en place de... Attends, c'est à moi qu'on... Oui, mais je te retrouve pas, je ne vois pas ton prénom. Je suis là. Oui. Super. Voilà, en fait, là, bon, bah, je trouve ça chouette. Arrête, Camille. Georges, je remercie là de parler de Rob Hopkins, des transitions. Donc, en fait, pour moi, ça c'est 2005, parution du manuel de transition, c'est-à-dire il y a 17 ans. Non, 2008 peut-être. 2008-2009, pardon, ouais. Donc en fait, juste après ça, c'est devenu un ministère des Transitions. Donc en fait, à partir du moment-là, c'était foutu, quoi. Donc en fait, aujourd'hui, c'est juste de la récupération par un système en fait, qui est arrête. Enfin, je veux dire, tant que vous parlez d'Edgar Morin, en fait, tant que je veux dire tous les personnes de l'Assemblée nationale n'ont pas lu Edgar Morin, en fait, on est foutu. Donc je trouve ça intéressant que voilà votre initiative. Moi, je me questionne en fait sur donc évidemment tout ce que vous dites, c'est nécessaire de se mettre dans un état de transformation et de capacité d'aller vers l'autre. Mais en fait, voilà, les villes et villages en transition aujourd'hui, est-ce qu'on en parle encore? En fait, il y a beaucoup d'initiatives citoyennes, il y a beaucoup de choses. Moi aujourd'hui, donc j'aime beaucoup que voilà, effectivement, la phrase, je vous ai mis la petite citation, c'est une phrase que j'aime beaucoup répéter. Ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes peuvent changer le monde. En fait, c'est tout ainsi que ça va changer. Donc c'est juste aujourd'hui, j'ai l'impression que on continue alors qu'on on continue à chercher en fait à séparer les gens, à nous mettre en compétition à tous les niveaux, en commençant par l'école. Jusqu'à maintenant, le logement, c'est devenu quelque chose de complètement absurde. En fait, on arrive dans une situation, ça fait partie des droits de base, donc reliés à beaucoup travailler sur les questions d'habitat léger, parce qu'il y a à peu près 10% de la population qui vivent dans des situations de précarité extrême, et je ne sais pas combien de personnes aujourd'hui encore en France qui n'ont pas de quoi bouffer correctement, en fait. Et là, ça va devenir extrêmement
compliqué avec les questions d'énergie. Moi, je suis ingé dans l'énergie à la base, énergie-environnement, et donc je vois, voilà, s'il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, parce que moi, je mets tous ces sujets-là sont en lien avec le pétrole, en fait. C'est-à-dire pourquoi on a une capacité d'être chacun chez soi et de pouvoir croire qu'on habite à la campagne et de ne pas être en relation avec les autres, c'est parce que en fait, on a la capacité de prendre sa bagnole pour aller faire ses courses plutôt que d'aller être dans des relations de solidarité et d'entraide. Mais donc, pour répondre à votre question, je sais même plus exactement ce que c'était. C'est qu'est-ce que c'est quelles que sont les limites? Non, il n'y a pas de limite. C'est juste, effectivement, moi, j'ai été pendant 15 ans dans des démarches autour de l'habitat participatif. Je voyais énormément de gens qui disaient ah ouais, ça serait super, ça serait super. Donc, je vois juste qu'effectivement, c'est le pouvoir d'agir, ça me parle énormément parce que la capacité, en fait, je sais plus comment ils appellent ça en anglais là, Empowerment. Ouais, bah, en fait, c'était même pas ça que je cherchais, c'était la capacité, en fait. Arrête. La capacité en fait, des leaders sociaux, en fait, des personnes qui sont capables de prendre de prendre la parole, en fait, pour l'exprimer haut et fort. Et aujourd'hui, moi, je vois, bon, voilà, moi, il y a un sujet qui est les référendums d'initiative citoyenne. En fait, tant que la démocratie, elle se limite à, en fait, là, on parle, en fait, il y a la sphère individuelle. Il y a la sphère Voilà. individuelle familiale, et après il y a la sphère, des relations autour, et après il y a la sphère politique. Et en fait aujourd'hui, à mon sens, tant que les conseils communaux et communautaires et autres ne sont pas systématiquement poussés à une participation citoyenne, en fait, Thomas, on ne peut pas faire un débat intellectuel. non, bien sûr, bien sûr. On est là pour récolter des cas, expériences vécues. Tu as largement parlé, merci. Bien Mais sûr, il ouais. faut que d'autres personnes, excuse-moi, puissent participer à l'échange parce que chacun va pouvoir amener peut-être des solutions. Je ne sais pas, on va voir. Voilà. Par contre, Tom, tu peux mettre des liens dans le chat. Comme ça, on pourra s'y référer. Merci d'avance. Oui, on pourra reparler de Solaris, tout ça, bien sûr, évidemment. Ok. Qui c'est qui voudrait partager une expérience de réussite ou d'échec ou de difficulté On prend tout. Moi, je veux bien parler, Georges. Oui, Elisabeth, oui. Non, Véronique. Ah, je ne sais pas Véronique, si… pardon. Non, si, vas-y, Véronique. Oui. Alors, moi, je suis basée à côté d'Orléans, dans une petite ville de 8000 habitants. Donc, pour rebondir sur ce que disait Tom, j'ai participé à la création d'une maison de la transition il y a un certain nombre d'années, voilà, avec un blocage politique qui s'en est même caricatural. Alors, je suis talentologue, enfin, j'exerce le métier de talentologue et en même temps, j'accompagne des personnes à la création de projets et d'activités. En sachant que j'ai un passif, enfin un passé important au niveau de la DATAR aussi, au niveau de l'EM Business School de Lyon, etc., les méthodes agiles. Enfin, bon, je vais pas faire mon parcours. Il y a mon profil sur LinkedIn, c'est pas intéressant. Moi, aujourd'hui, par rapport à ce que tu viens de dire, Tom, moi, j'ai pris le parti de rester dans l'ombre. Alors, quand je m'entends, de rester dans l'ombre, c'est-à-dire comme je fais de l'émergence des talents des gens et que j'ai quand même pas mal de monde, j'ai décidé toute seule de faire rencontrer les gens. Sans faire de bruit, sans faire de vagues, sans l'annoncer au grand public, c'est entre nous. J'ai mon petit réseau de gens qui sont porteurs de projets, qui sont dans le développement local, et tout ça parce que beaucoup de gens sont isolés, se sentent seuls, ont envie de changer radicalement. Et pour moi, le facteur économique est quand même énorme, enfin, est très important. Donc, c'est comment déjà on fait émerger ce que l'on est, mais aussi comment on va créer des synergies à la fois avec les personnes, mais à la fois aussi économiques. Je ne peux pas dissocier. J'étais sur des projets européens il y a 30 ans et c'était déjà le cas.
J'ai eu la chance de travailler avec des gens intelligents, comme je dis, qui ont mis tous les aspects d'une personne dans un écosystème dans lequel on est, parce qu'on est encore dans ce système. Bon, bien, un peu malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, moi, mon expérience à moi depuis maintenant, voilà, ça fait 12 ans qu'on a monté cette maison de la transition. Je m'en suis un peu éloignée parce que c'était beaucoup de l'entre-soi et ça, moi, je suis pas d'accord avec ça. Enfin, je partage pas. Donc, j'y suis encore, mais dans la zone périphérique, on va dire. Et voilà, je prône surtout le fait que ça soit une démarche volontaire de chacun et que voilà, j'ai des contacts et je me permets dans ce cas-là d'inviter les gens à se rencontrer pour vraiment créer ces synergies, même s'ils sont dans des secteurs d'activité différents. Bien au contraire, ça fait que amplifier, ça fait monter la mayonnaise, on va dire. Parce que les politiques, moi, je ne supporte plus. Ils m'ont trop emmerdé dans ma vie, sérieusement. Hein. Et ils comprennent pas aujourd'hui les enjeux qu'il peut y avoir sur les territoires et notamment dans les territoires ruraux. Je pense qu'ils sont pas câblés pour ça, de toute façon. Ils ont pas forcément de. Alors, je suis pas forcément dans le jugement, je suis dans le constat. Hein. C'est qu'ils n'ont pas de vision déjà, d'une. La stratégie, ils savent pas ce que c'est. Et puis ils restent sur des modes de fonctionnement très linéaires et très basiques de l'ancien monde, en fait. Hein, c'est un peu comme ça que je l'appelle. Et ils sont complètement résistants à tout ce qui peut être nouveau. Mais ça, c'est voilà la résistance au changement. On connaît ce que c'est, hein, et c'est très très fort. Donc Oui. c'est s'appuyer vraiment sur les motivations, les envies des gens. Il y en a qui sont OK, il y en a d'autres qui ont des doutes. Hein. C'est une fois qu'ils sont dans le groupe qui se rendent compte que finalement ça fonctionne. Voilà, moi je vois tous les grands hommes là, ou femmes, parce qu'il y a aussi des femmes, hein, on ne faut pas les oublier non plus, qui ont été cités dans les penseurs. Hein. Il y en a, certes, hein, ça a été aussi mes maîtres à penser. Hein. Mais je les ai mis un peu de côté. C'est ma base, certes, mais maintenant c'est sur le terrain et moi je suis que sur le terrain. Voilà, je voulais juste partager mon expérience. Oui, moi je rebondirais bien sur ce que dit Véronique parce que c'est vrai qu'il y a il y a 1 million de révolutions tranquilles, t'en parles quelquefois, Georges aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent et qui ne sont pas visibles, qui sont dans l'ombre. Et heureusement qu'elles sont dans l'ombre parce que du coup, elles attirent moins de foudre. Voilà. Parce que sinon, dès qu'on sort la tête, surtout en ce moment, hein, depuis 2 ans, là, c'est une catastrophe. Donc, dès qu'on sort un peu la tête, alors il en faut qu'ils sortent la tête parce qu'il faut quand même résister. Mais la meilleure résistance, c'est celle qui est discrète et finalement qui n'attire pas les foudres de ceux qui sont dans le système à fond et qui prennent ça pour un danger. En fait, c'est ça. Il faut rester discret pour ne pas faire peur et construire tranquillement et en parler peut-être une fois que c'est indestructible d'une certaine manière. Quoi. Je comprends complètement ce que tu dis. Alors, je ne sais pas si c'est nécessaire d'en parler parce que de toute façon, ça se voit. Voilà. Oui, c'est par cooptation quoi que ça se passe. Non, mais même ça se voit. Je veux dire, là, moi, j'ai des personnes, voilà, sur des activités un peu diverses. Finalement, il y a des partenariats. Alors, il faut savoir que j'étais tuteur pour le M Business School de Lyon avec les méthodes agiles et en l'occurrence l'effectuation. Et j'applique ça en permanence. Ça fait 20 ans que j'applique ça, même avant que je sache que ça s'appelait l'effectuation. Mais voilà, aujourd'hui, moi, je préfère qu'on reste dans l'ombre. Et puis, de toute façon, ça se voit. Il y a des synergies qui se créent, qui se vivent, hein, parce qu'elles sont vivantes hein, et elles se vivent par les gens. Et puis, de toute façon, les politiques, ils peuvent pas faire autrement que de le voir. Okay. Voilà, c'est tout. C'est là, c'est présent. Et puis, mais j'ai pas besoin. Enfin, nous n'avons pas besoin d'eux. Voilà. Alors bon, ça peut peut-être les gêner, c'est pas grave.
Ok. Ouais, tout à fait. Merci Et on est- Véronique. Merci, Véronique. Dans le même esprit, je parlerai bien 2 secondes des monnaies locales. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui. On va, qui sont Christine, intéressés. peut-être Voilà. on fera l'objet d'un autre moment où si quelqu'un l'évoque, on va Voilà. Non, mais laisser si quelqu'un a une la expérience dans ce priorité. domaine, quoi. Oui, Ok. oui, oui. Merci Véronique. Avec plaisir. Le problème des élus, bien sûr, on n'a pas oublié, nous non plus, pas directement, mais via la formation continue, par exemple le DU, l'université, on va inviter, on a eu des techniciens de collectivités locales l'an dernier dans le DU, hein, et on ne désespérera pas d'avoir des élus, et on travaille, je te le dis parce que c'est important, avec un organisme qui s'appelle la Fabrique des Transitions, qui est un organisme national, qui met en lien dans toute la France des porteurs de projets comme toi, comme moi. Il peut y avoir des élus, il peut y avoir des organisations publiques ou privées, parce que il faut les mettre en lien, ils les mettent en lien, hein, par des groupes, visio, conférences, etc., formation, parce que aujourd'hui, et dans la Fabrique des Transitions, il y a des élus. Il y a par exemple Jean-François Caron, qui était élu à l'Ouest-Angoël, hein, et son adjoint, qui essaiment le savoir-faire. Ils étaient élus, c'était des élus écologistes, hein, et ils essaiment leur savoir-faire, et ils l'ouvrent. Voilà. Donc les élus viennent aussi petit à petit. Les élus viennent aussi. Je suis sûr que les entreprises viendront aussi, mais ça prend du temps, bien sûr. Donc pendant ce temps, nous, il ne faut pas qu'on se décourage. Et donc, il faut qu'on s'encourage, au contraire, réciproquement, d'où l'intérêt des témoignages que vous faites actuellement. Il y a d'autres témoignages, peut-être? Abi, tu as peut-être des choses à dire, non? Elisabeth? Anne? Qui c'est qui veut partager? Michel Boudeliou, bien sûr, qui a plein de choses à dire. À vous de jouer. Vous avez la parole. Oui, moi, je peux peut-être partager je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a eu un moment, Tan Nguyen qui avait lancé les crapauds fous. Je ne sais pas si Oui. ça vous a parlé, cette histoire. Oui, oui. Et en fait, c'est intéressant parce que c'était un peu la dynamique que vous décrivez là sur se rencontrer, identifier les motivations de chacun. Et puis après, il y a des personnalités qui s'agglutinent en fait autour de projets. Alors, on n'entend plus trop parler de ce mouvement-là. En tout cas, en Drôme et Ardèche, ça avait généré un groupe local. Et c'était enfin ce que vous avez décrit là dans votre approche là, de groupe d'émergence de liens créatifs, c'est ça? Ça s'est un peu fait comme ça de manière très, très empirique. Et c'est juste la rencontre de gens qui partageaient le diagnostic de Tan Nguyen et qui se sont dit, moi, dans ma réalité, voilà ce qui fait écho, voilà ce que je fais, etc. Donc, c'était des réunions amicales. Alors, c'était pas une session de 3 heures, c'était ponctuellement des réunions où on partageait un repas, il y avait toujours un thème, donc quelqu'un qui pitchait un petit peu son sujet, et puis après, des questions et tout ça. Et autour de ça, en fait, au départ, le mouvement des crapauds fous, c'était de se saisir d'une grosse problématique et ensemble s'y attaquer. Alors ça s'est pas fait comme ça sur le territoire de Drôme-Ardèche, mais par contre, il y a 5 ou 6 sujets différents que certains ont pris à bras le corps et qu'ils ont traités en partageant leurs compétences. Et effectivement, on retrouve cette idée de confiance et même d'amitié qui s'est créée. Je trouvais ça assez sidérant parce que moi, j'arrivais dans la Drôme depuis peu et en quelques réunions, finalement, parce qu'il y avait ce partage d'intérêts, eh bien, ces coalitions se sont faites. Et on n'y allait pas pour du réseautage, on y allait vraiment pour c'est pas un club fermé mais voilà, avec cette méthode, ça ressemblait beaucoup, en tout cas, à la méthodologie que vous avez expliquée et pas mal de petits projets, en tout cas, sont nés de ça, quoi. Bon, un exemple très concret, il y a un des membres, il y avait plusieurs seniors là-dedans, et un était sidéré par les histoires d'addiction aux jeux vidéo et à Internet de ses petits-enfants. Et en fait, il y a un médecin à la retraite, lui-même qui est entrepreneur, un jeune étudiant d'une école d'ingénieurs qui connaissait bien les réseaux sociaux, parce que eux, les grands-parents, étaient un peu perdus sur ces questions-là. Et ensemble, ils ont créé une conférence qu'ils ont fait tourner en Drôme et Ardèche pour sensibiliser les gens sur, les parents et tout ça. Enfin, voilà, c'est un exemple concret, mais il y avait plusieurs petits exemples comme ça d'initiatives issues de ce groupe.
Bravo. Merci beaucoup, Gildas. Merci. Ça illustre bien ce qu'on dit. Tout à fait, oui. Qui c'est qui voudrait partager une expérience vécue, une observation, une question?